Oui, mais on voit la partie. Voilà, là, c'est bon. C'est bon? Écran, en plein écran. Ok. Je couperai peut-être ma caméra pour éviter qu'il y ait trop de flux. Parfait. Et donc, je travaille pour l'association Amorce, réseau de collectivités de professionnels dans la transition écologique. J'ai vu qu'il y a pas mal d'inscrits aujourd'hui qui sont aussi adhérents chez nous. Euh, donc, je remercie effectivement Guillaume pour l'invitation pour venir parler des enjeux des implications des collectivités dans les projets de méthanisation. Juste pour rappel, donc on est une association à l'échelle nationale portée par 2 tiers de collectivités, 1 tiers de partenaires pour vous accompagner l'ensemble des collectivités sur leur gestion au niveau de vos compétences sur la gestion des déchets, gestion de l'énergie et gestion de l'eau. Et donc, ne pas hésiter à venir nous voir pour découvrir nos actions, tant sur la vulgarisation, l'information, les actualités différentes réglementaires, mais aussi nos potentiels d'action de plaidoyer national pour faire bouger les choses. Donc, vous aurez forcément les slides pour voir un peu notre étendue d'action. Mais je pense que ça doit parler un peu à tout le monde ce que fait qui est Amorce. Donc, merci Guillaume. Effectivement, au vu de l'introduction, il y a une importance de développer la méthanisation et en sus un besoin important de vulgariser, d'informer auprès de tous les acteurs territoriaux et notamment les élus de collectivités. euh, Quelle est cette trajectoire proposée au niveau national et international du développement du biogaz, l'importance, quels sont les gisements, d'où quel rôle peut avoir la collectivité, puisqu'on va avoir un jeu, si vous avez suivi le précédent webinaire, en termes de nature d'intrants pour les unités de méthanisation, à la fois de traiter notamment les biodéchets, par exemple, que ce soit les biodéchets de collectivité, ou là vous avez prochainement, si vous avez sûrement entendu parler de l'obligation du tri à la source des biodéchets qui doit entrer en application pour 2023, donc potentiellement des villes avec des agglos avec des densités assez fortes qui vont mettre en place de la collecte de biodéchets. Donc il va falloir sélectionner le traitement en compostage direct ou en méthanisation plus compostage. Donc des enjeux sur la gestion des déchets, des enjeux depuis longtemps, puisque c'est aussi à l'origine des projets de méthanisation, de réduction des volumes de boue d'épuration. Donc sur toutes les stations, les stations d'épuration, il y a un enjeu de réduction de volume et du coup de, de, de méthanisation de ces boues pour en produire, en extraire du biogaz. Et puis effectivement, le plus gros gisement euh, entrepris, c'est le gisement de potentiels d'effluents, enfin de différentes sources agricoles. Et donc, pour nous, il était important de rebalayer, en tout cas avec l'aide de l'ADEME, tous ces points pour avoir non pas un guide forcément technique de comment on doit se faire sur un projet, mais de présenter l'étendue d'action sur le champ des compétences, les différents liens qu'il peut y avoir entre syndicats de déchets, syndicats d'eau, le rôle que peut avoir la collectivité au milieu de ces acteurs pour orienter une stratégie territoriale sur le développement de la méthanisation. Et puis un peu le b.a.-ba sur comment se déroule un projet. Donc n'hésitez pas à le relayer. Il est disponible gratuitement sur notre plateforme, sur la plateforme de l'ADEME également. Euh, donc pour revenir rapidement à notre question aujourd'hui sur l'implication des collectivités, donc comme je l'ai dit, on a différentes sources de technologies de méthanisation qui ont été abordées lors du précédent webinaire tant sur les biodéchets des collectivités, les biodéchets industriels, les biodéchets agricoles ou les stations d'épuration, et puis tout un tas de projets plus expérimentaux sur de la méthanation en récupération de CO2, enfin de la pyrogasification, etc. Et puis, il y avait un cas aussi de longue date que vous devez connaître sur la récupération de gaz fatal sur les installations de stockage de déchets non dangereux. Donc, on est sur une fin, on va dire, de soutien de cette filière de valorisation, puisque dans les directives européennes liées à la gestion des déchets, la solution de stockage des déchets est la dernière en lice. Et donc, pour eux, il est peu approprié de continuer à soutenir la récupération de gaz, sachant que sur tout site de stockage de déchets, on a une obligation de
destruction de ce biogaz. Donc, il est aujourd'hui torché sur pas mal d'installations. Et puis, il y a beaucoup d'installations qui ont bénéficié des mécanismes d'aide précédemment mis en place par l'État pour valoriser en cogénération électrique ce biogaz. Mais on regrette aujourd'hui la situation de sites qui ne sont pas forcément proches de réseaux de gaz et qui vont devoir torcher encore pendant 15-20 ans, puisque la méthanisation la dégradation des biodéchets présents dans les ISDND va sur le long cours. Donc, selon les différents types types de méthanisation, on a des implications différentes des collectivités. Je vous ai remis quelques frises sur, dans le cadre de l'étape de développement, on a différentes étapes d'émergence, faisabilité, conception, financement, dans lesquelles les collectivités ont toutes leur place. Donc, à la fois sur la méthanisation agricole et industrielle, donc il y a tout ce qui est formalité administrative, permis de construire, mais aussi des démarches volontaires d'accompagnement des porteurs, d'initiation des projets en lançant les différentes études, pour potentiellement voir les synergies pour les apports d'intrants dans le cadre du syndicat de collecte des biodéchets ou sur les biodéchets d'alimentation collective, ce genre de type. Il y a aussi du coup le rôle d'initiateur et porteur de projet avec les compétences de gestion des déchets, donc pour la méthanisation des biodéchets, qui aujourd'hui se fait de plus en plus de pair du coup avec des projets de méthanisation agricole au vu des potentiels au cas par cas sur les territoires. Et puis la méthanisation des boues qui est plus particulière puisque aujourd'hui on n'a pas forcément on n'a pas la possibilité de mélanger les intrants dans les méthaniseurs. Par contre, on peut mutualiser des postes d'injection et donc ça aussi, initiateur et porteur de projet pour les collectivités. Je ne sais pas si je prends les questions, je ne vois pas forcément. Oui, merci. Guillaume, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le Vas-y, déroulé. vas-y, Donc, différents niveaux d'implication possibles. Donc, je vous ai remis un graphique qu'on affiche généralement, mais pour tous les projets, on va dire, d'énergie renouvelable pour les collectivités, à la fois juste les obligations réglementaires lorsqu'il y en a, les différentes étapes de facilitation et d'accompagnement et un rôle clé pour le bon déroulement d'un projet, surtout des projets qui ont un niveau de perception grand public assez mitigé, hein. On peut parler de grands éoliens, on peut parler de grands PV au sol, mais aussi les unités de méthanisation n'y réchappent pas. Donc, il y a un besoin d'information et de transparence sur l'émergence de ces projets sur le territoire, et puis un besoin pour les porteurs d'être accompagnés par la collectivité. Donc on verra l'exemple du retour d'expérience qui suivra sur cet accompagnement de la collectivité. Et puis pour aller plus loin, forcément, la participation, le financement et la gouvernance du projet. Et puis en dernier lieu, la maîtrise de gouvernance complète quand vous êtes, par exemple, sur une délégation de service public pour la gestion de vos bouts d'épuration ou autre. Donc différentes étapes. Dans la planification, la félicitation des projets, donc aussi l'agencement des différents documents d'urbanisme pour favoriser et on va dire comment anticiper la possibilité de développement d'unités de méthanisation sur le territoire, l'initiation d'un projet, donc on l'a dit à travers les différentes études possibles, l'association avec des acteurs existants qui ont déjà pu porter des projets sur votre territoire. Si jamais il y a une SEM, une société d'économie mixte qui a déjà porté un projet à proximité pour être assez pertinent pour vous apporter l'expertise et l'accompagnement. Et puis l'ensemble des acteurs qui vous ont été présentés pour Ambition Biogaz 2023. Et puis proposer des appuis financiers qui ne sont pas uniquement des aides de l'investissement, mais aussi on peut avoir des aides sur le cadre de la liberté de subvention, mais on pourra y revenir dans les échanges avec Estelle sur les limites. Il y a les garanties d'emprunt aussi qui peuvent être aussi proposées par les collectivités, puis la mise à disposition de terrain, bien sûr. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'était plutôt en support de discussion dans les échanges, mais effectivement, vous avez une obligation réglementaire sur les permis de construire dans certains cas sur le déploiement des unités de méthanisation qui vient en plus des différents régimes de déclaration, enregistrement ou autorisation pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, un
un réacteur biochimique comme un méthaniseur est une ICPE et donc dépend d'un régime strict qui va être suivi par les services déconcentrés de l'État. Et puis, selon les cas, des besoins d'obtention d'agréments sanitaires supplémentaires, mais vous avez tous ces éléments détaillés dans notre guide. Et puis, sur l'initiation de projet, on le verra par la suite, les financements de préétudes, le soutien politique et on va dire plutôt l'organisation aussi du dialogue territorial est aussi un point clé pour la bonne réussite du projet, voire l'essaimage de projets plus long terme sur le territoire, mais aussi les territoires voisins. C'est des éléments qu'on retrouve euh, sur plusieurs technologies de développement d'énergie renouvelable, puis les garanties d'emprunt que j'ai pu aborder. Sur l'importance du déploiement d'une concertation et d'un dialogue territorial, même si vous êtes témoin, on va dire, d'un projet sur votre territoire porté par des biodéchets industriels plus un collectif agriculteur. C'est un peu teasing hein, par rapport au webinaire suivant qui sera notamment autour du travail de Leana Fiorito, je crois, qui est également présente aujourd'hui. Mais on a des avis mitigés et puis un niveau de perception des Français sur le sujet qui évolue dans le temps, donc qui est très lié à la perception, on va dire, plutôt médiatique de ce qui se passe, de ce qui se dit sur leur territoire. Donc il y a un intérêt important pour la filière et pour la réussite de nos stratégies nationales, régionales, de s'assurer qu'on a le plus de vulgarisation et de lutte contre ces idées reçues. Donc vous voyez, la première raison de refus, c'est à cause des odeurs. On pourra avoir les témoignages suivants aussi dans le REC suivant peut-être sur le sujet et sur les différents a priori selon le territoire, qui ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, on a le cas d'études sur l'éolien. Les idées reçues qui reviennent en premier ne sont pas forcément les mêmes selon les territoires, notamment liées au contexte des journaux locaux et d'un retour sur un projet qui a été plus impactant qu'un autre sur le territoire et donc qui a plus marqué l'imaginaire collectif local. Et puis, comme je vous disais, une évolution de cette acceptabilité, on va dire, de cette appropriation potentielle du projet qui évolue dans le temps. Donc, je pense que vous aurez beaucoup plus de détails avec l'intervention du prochain webinaire sur la concertation, mais c'est un élément clé et la collectivité a toute sa part à faire là-dedans pour éviter les travers ou les mauvais départs de projets qui pourraient entacher l'appropriation et l'acceptabilité de ces projets. Et donc, voilà ce on voit souvent revenir en boucle sur les différents enjeux, sur l'odeur, sur le bruit, le trafic routier engagé, l'intégration dans le paysage, les différents risques industriels d'explosion, de fuite de méthane, comment on intègre, comment est vraiment calculé le bilan global de la méthanisation dans sa réduction de gaz à effet de serre, les différents cas de fuite potentielle et donc s'il y a trop de fuite de biogaz sur une unité de biogaz, on aurait potentiellement une perte finalement des bienfaits des unités. Donc tout ça sont des idées à présenter, à vulgariser, donc pas forcément à ignorer dans le dialogue local, mais bien prendre les choses en conséquence pour faciliter l'appropriation des projets. Et comme je vous dis, ça entache directement le potentiel d'autres territoires sur le département, sur la région, s'il y a un projet qui voit une mobilisation trop importante d'opposition, etc. Et puis des fois des enjeux de questions sur la pollution agricole réalisés par les digestats qui sont par la suite épandus. Et sur les différents niveaux d'implication possibles, on a aussi donc l'association avec des porteurs de projets, comme on l'a dit, à la fois dans les montages financiers juridiques sur le projet, sur la création d'une SEM qui sera dédiée ou d'une société SA, SAS, puisque les collectivités ont la possibilité d'aller investir dans des projets privés depuis 2015, si je ne me trompe pas. On a des encadrements qui sont sur les fonds propres et sur les quasi-fonds propres qui sont en place. Nous, on va travailler également cette année sur la notion des statuts et des pactes d'associés, qui sont des choses effectivement moins communes pour les collectivités, mais qui sont inhérents à ces projets d'énergie renouvelable. On va créer une société dédiée au projet. Et puis l'implication sur les montages de projets avec
différents montages à la fois de commandes publiques, de marchés publics selon les types d'intrants, et puis, de portage de projets seul avec d'autres collectivités ou avec d'autres privés. Donc là, on a également des éléments dans notre guide, mais qui se prolongent sur un guide juridique également qui s'appelle le guide des montages juridiques pour les projets d'énergie renouvelable et les réseaux de chaleur pour les collectivités, qui est effectivement un document qui n'est pas à lire d'une traite, mais qui est allé piocher, puisque voilà, rédigé par nos collègues juristes, donc qui sont assez éclairants et assez détaillés sur ces différents montages. Voilà, justement, je faisais le point là-dessus. Je voulais présenter quelques retours d'expérience en amont pour présenter les différentes positions de collectivité sur des projets. Vous avez sûrement entendu déjà parler du projet de Métamoli qui a une bonne, on va dire une bonne presse, où la collectivité a pu lancer les études d'opportunité, faire la localisation des gisements de biodéchets notamment, accompagner les agriculteurs du territoire pour la constitution d'un collectif qui a pu, euh, qui a pu suivre et piloter à la suite le projet. Et la collectivité est restée coordinatrice sur les différents acteurs suite à son lancement d'études. Et aujourd'hui, la collectivité s'est investie directement en tant qu'actionnaire dans la société de projet du méthaniseur qui est en fonctionnement depuis 2018. Donc, Gwenolé, je oui. me permets juste une question à tous, tu peux peut-être y répondre. On parle d'accompagnement, est-ce qu'on peut citer les types d'accompagnement de la collectivité? C'est important de bien les définir et de bien comprendre le besoin d'accompagnement, est-ce que ça peut représenter en termes de moyens humains dédiés ou de moyens financiers ou facilitateurs. Peut-être que tu en parles après. Oui. Eh bien, on a d'un côté effectivement une forme de mise à disposition d'agents territoriaux pour l'animation et la mise en place d'un collectif autour d'un projet, donc de mise en lien, de présentation des enjeux, et puis on va dire d'animation, puisqu'on va se retrouver, je ne sais plus, Métamoli, c'est peut-être 16 agriculteurs, donc il y a un enjeu de mise en commun, d'identifier quel type d'intrants seront possibles sur le méthaniseur, quels sont les volumes, on a un besoin clair avant de lancer un projet, c'est de sécuriser et savoir quelles seront les quantités de gisements qui vont pouvoir être apportés à la fois par les agriculteurs, à la fois par les biodéchets de la collectivité là, pour le cas de Simoli. Donc, il y a des aides, on va dire, plutôt financières, d'aller lancer des études pour piloter un projet sur le territoire avec des acteurs locaux. Donc, il y a un côté financier, un côté d'implication, puisqu'on a besoin de ressources humaines aussi dédiées au suivi, qui aura connaissance des enjeux, qui pourra faire le lien avec les différents acteurs de la région dont Guillaume a parlé. Donc, je dirais plutôt deux types, mais à savoir que en cadre de la mise à disposition, on va dire, de temps humain de la collectivité, il faut pas que ce soit, il faut que ce soit toujours la collectivité qui reste maître de cet employé. On n'est pas sur une mise à disposition d'un agent auprès d'acteurs privés, mais bien d'accompagnement à l'émergence d'un projet. Et puis, je ne voudrais peut-être pas rentrer dans le détail des différents cadres peut-être de conventions de développement ou de montage de société, mais vous avez sûrement des interventions, notamment les webinaires, Guillaume, sur le tiers financement qui pourront peut-être aborder plus en détail ce que peut faire la collectivité. Alors, du coup, pas forcément, mais ça peut être pas sur le tiers financement, non. Je pense que ce sera. Enfin, il y a eu le syndicat d'énergie qui sont intervenus pour montrer comment ils intervenaient effectivement au niveau financement à travers des avances remboursables, mais ça peut donner lieu, par contre, à un approfondissement sans problème. Et juste aussi en tant que, au niveau de la collectivité, en tant que coordinateur entre les différents acteurs, je voulais juste citer concrètement l'exemple justement de Métamoli, de la collectivité. Alors, ce n'est pas en tant que tel sur l'unité de méthanisation. Là, elle joue aussi un grand rôle par rapport à impulser la dynamique, etc. Mais ce qui m'avait aussi marqué, c'est sur le rôle de la collectivité par rapport à leur projet qui est un petit peu dans la droite ligne de la méthanisation, qui est la station bio-GNV. Métamoli a monté une station bio-GNV, et là, la collectivité a financé une étude et a contribué aussi à cette étude
pour mettre en lien Métamoulie justement avec les acteurs, les transporteurs du territoire, les industriels du territoire, le milieu économique du territoire, pour que cette station de BioGNV, elle trouve un écho sur les acteurs économiques du territoire et globalement aboutisse à des acteurs qui s'engagent pour transformer leur flotte en BioGNV et qui trouvent un intérêt, quoi. Et, en complément aussi une mise à disposition ou une facilitation sur le terrain. Voilà, je pense que ce n'est pas anodin. Le foncier, c'est important. Tout à fait, sur le foncier, effectivement, également Guillaume, sur la mise en place de boucles locales énergétiques assez conceptuelles, mais d'aller chercher à la fois en même temps le potentiel de production, mais aussi le potentiel de consommation sur site. J'en parle dans un autre Rex juste après. Je voulais vous parler aussi d'un exemple de projet qui sera mis en service en 2023 sur le projet de Roanne et Agglomération qui vise à mettre l'un à côté de l'autre une valorisation de méthanisation, de biodéchets et d'intrants agricoles, et de l'autre les boues d'épuration. Comme on l'a dit, on n'a pas de possibilité de mutualiser, l'unité de méthanisation avec les boues d'épuration. Donc, ils sont passés par un marché de concession pour un projet de biméthanisation. Je vous ai remis un graphique qui est présenté par Rouanet pour distinguer. On a bien 2 digesteurs qui vont prendre d'un côté les biodéchets et de l'autre un qui va prendre les différentes boues d'épuration. Et ils vont mutualiser la station d'injection de biométhane dans les réseaux. Et puis avoir des cycles, on va dire, distincts de stockage et de traitement après des digestats qui vont forcément être valorisés en épandage. Peut-être une autre question. Il y avait une intéressante. On va prendre un petit temps après là, pour parler justement avec le conseil départemental 38 sur le rôle de la collectivité sur l'acceptabilité sociale. Ça, c'est l'objet du 3e webinaire, mais on pourra en dire un mot aujourd'hui. Puis il y a peut-être autour du webinaire des gens des collectivités qui ont cette expérience aussi. Et voilà, on prendra un petit temps là-dessus. Effectivement, en abordant aussi le sujet des boucles locales énergétiques avec les consommations, exemple du projet d'extension de la station d'épuration des eaux usées de Vienne-Condrieu avec un projet de méthanisation sur site. Donc, comme on l'a dit, l'intérêt pour les STE, c'est la réduction des boues et la valorisation de biogaz. Ils ont introduit un concept de vente et d'achat d'équivalents de garantie d'origine biogaz localement pour alimenter leur propre flotte de véhicules de l'agglomération. Donc, on est sur une réflexion de boucle locale énergétique et de trouver les exutoires consommateurs à ce bio-GNV sur site. Donc, on le fait par exemple à Vienne-Condrieu. Guillaume évoquait le complément sur le projet de Métamoulie. Mais aussi sur d'autres territoires nationaux. Si je peux parler par exemple du projet de Van Aglo, où on a un projet de méthanisation territoriale mutualisant donc des biodéchets de collectivité et un collectif d'agriculteurs. Et ils ont un intérêt, c'est que la SEM départementale est venu également accompagner l'émergence du projet, puisque eux ont une stratégie de déploiement de stations bio-GNV sur notamment autour des grandes voies de route et différentes stations essence en Bretagne. Et donc, on voyait un intérêt direct d'aller acheter et sécuriser un tarif du bio-GNV sur leur borne. Donc, une réflexion à la fois de production de biométhane et puis à moins de 50 km d'une station bio-GNV qui est déployée par le syndicat départemental qui propose du bio-GNV à la pompe. Est-ce que ces différents retours d'expérience, enjeux d'acceptation ou rôle des collectivités évoquent quelques réactions ou Alors, il n'y a pas tout grand-chose était très clair? dans le chat, donc c'est que c'est très clair. Voilà, un rôle des collectivités, en gros, pour résumer,
du coup dans l'impulsion, dans l'initiation de dynamiques locales, un rôle des collectivités ensuite dans l'accompagnement des projets, aussi bien au niveau de financement ou de cofinancement d'études que de niveau on vous propose aussi des intrants et on propose aussi des valorisations de l'énergie. Je pense par exemple au témoignage de Nicolas Robert la dernière fois, qui a bien cité que la collectivité régionale ou communale lui a permis de valoriser sa chaleur. C'était du gagnant-gagnant. Voilà. Donc, pendant le développement, puis après, pendant la phase d'exploitation même, du coup, une collectivité qui est partie prenante du financement de la méthanisation à travers des parts sociales et à travers un actionnariat, donc généralement en direct, enfin pas en direct, mais avec une SEM. Mais ça, on va en reparler aussi de tout ça, finalement, avec l'exemple de la SES Horizon. Mais est-ce qu'il y a quelques questions alors, il y avait d'abord un échange là de la part du Conseil départemental 38 sur le rôle des collectivités pour l'acceptabilité sociale, la pédagogie, la communication grand public. Est-ce qu'il y a peut-être un témoignage là-dessus? Vous voulez prendre la parole? Je ne vois pas votre nom en entier, mais voilà, Madame Laurent Étui. Pour prendre la parole, alors je peux vous la donner, mais normalement, vous pouvez la prendre directement. J'ai ouvert le micro. Ok, eh bien allez-y. Ouvrez votre caméra aussi. Ouais, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Ça ne marche pas, ça? Alors. Vous ne pouvez pas commencer votre vidéo car l'autre l'a arrêtée. Ok, donc je vais vous la rallumer. C'est parce que j'ai dû vous couper la vidéo. Ok, alors, tac. Voilà, allez-y. Oui, la remarque que je faisais sur l'acceptabilité sociale, elle était d'ordre assez général. Au niveau départemental, on n'a pas un accompagnement spécifique projet par projet. Je pense que c'est plutôt sur des collectivités infraterritoriales. En revanche, sur l'aspect communication grand public, par exemple, on a fait à plusieurs reprises des articles dans le magazine du département, Isermag, qui est donc diffusé dans toutes les boîtes aux lettres des habitants du département, et avec cette idée justement de faire connaître la méthanisation. Et le précédent article en juin, c'était aussi pour un petit peu démonter peut-être des idées reçues un peu fausses sur la méthanisation. Donc voilà, au niveau départemental, c'est ce genre d'action qu'on a, ou de témoignages d'agriculteurs qui a eu recours à la méthanisation et comment est-ce qu'il a pu la mettre en place et quels revenus supplémentaires il peut en tirer, et quelle valorisation aussi au niveau énergétique, énergie renouvelable, etc. Ça apporte au territoire. Voilà. Pour un département, le rôle, il est plutôt là, il n'est pas, jusqu'ici, en tout cas, on n'a pas pris en main des sujets plus spécifiques, projet par projet, même si on les suit. Alors, mais d'autres acteurs en ont sans doute. Le département, par contre, peut contribuer financièrement, des fois, par rapport à l'aide à l'investissement. Oui, alors c'est ce que fait le département de l'Isère, en effet, oui. Voilà, ou de celui oui, c'est vrai que parmi les autres rôles que pouvait jouer, oui, là je réagissais sur l'acceptabilité sociale, mais sinon, oui, le département de l'Isère finance jusqu'à hauteur de 200 000 euros les projets d'investissement des unités de méthanisation portées par des agriculteurs ou des collectifs d'agriculteurs. Voilà. En effet. Estelle, tu me disais l'autre fois, le département de l'Ain aide sur le raccordement, non? Oui, c'est ça? Exactement. Le département de l'Ain a mis en place cette aide, donc ça c'est sous format de aide forfaitaire pour le raccordement au réseau de gaz. C'est une aide de 50 000 euros. Ok, merci. Je vous propose de laisser la parole à Christelle Rebet du CITOM des Vallées du Mont-Blanc, qui avait une question sur quelles compétences, les compétences pour s'impliquer dans un projet de méthanisation. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis présidente d'un syndicat de traitement des ordures ménagères qui couvre 3 communautés de communes. Donc, en ce qui concerne la méthanisation, j'aurais aimé savoir qui détient la compétence effectivement. Est-ce que c'est le syndicat de traitement ou est-ce que ce sont les communautés de communes qui ont la compétence collecte et finalement cette compétence peut-être production d'énergie aussi, d'énergie renouvelable? Alors, effectivement, je n'ai pas intégré la slide sur les notions de compétences de
aménager, faire aménager, exploiter, faire exploiter des unités de production d'énergie renouvelable, qui est une compétence qui est communale et intercommunale. Donc, à savoir que les deux ne peuvent pas l'exploiter en même temps, en tout cas au sens de l'interprétation de la DGCL aujourd'hui. Par contre, effectivement, ce sont les syndicats de déchets, en tout cas ceux à qui vous avez transmis la compétence, qui ont l'intrant potentiel. Mais la compétence de développement d'unité est à la collectivité qui peut le transférer en partie parce que aujourd'hui, la DGCL nous indique qu'on peut faire segmenter cette compétence en termes de technologie, de capacité, et donc de transférer par exemple au syndicat, le dire que sur telle partie du territoire, on transfère la compétence de production de biogaz à partir de biodéchets. Donc on peut transférer une partie de la compétence sur cette production, sachant que ça rentre aussi dans le cadre de leur exutoire en tout cas de traitement des biodéchets en question. Je pense que, moi, je suis plutôt sur la partie énergie, et donc c'est Delphine Hervier, ma collègue plutôt du pôle déchets chez nous, qui pourra peut-être vous répondre plus directement. Je pense que vous êtes adhérent chez nous, donc n'hésitez pas à lui envoyer la question pour qu'elle vous transmette 2 ou 3 retours d'expérience sur le transfert de compétences et comment ça s'est déroulé. Je ne sais pas, l'Eurométropole de Lille qui est en DSP avec un partenaire privé où il y a les intrants qui viennent du syndicat de traitement, mais c'est bien la collectivité qui est propriétaire et initiative du projet. D'accord, parce que nous, on nous avait plutôt dit que, parce qu'on a eu quelques renseignements, on avait commencé à prendre quelques renseignements, où c'était en fonction du déchet qui arrivait, en fait. C'est-à-dire que si on faisait uniquement un traitement avec des intrants agricoles ou déchets verts, c'était la collectivité. Et si on rajoutait les déchets, les biodéchets donc des ménages, à ce moment-là, c'était plutôt au syndicat de traitement de porter ce projet de méthanisation. Je ne ferai pas l'automatisme, sachant que la compétence est bien aménager, faire exploiter, faire exploiter, et compétence communale, intercommunale. D'accord, très bien, merci. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres questions. On va passer du coup au témoignage d'Arlisère qui va nous raconter une belle histoire qui a trouvé une vraie concrétisation et qui est bien ancrée dans la réalité. Juste avant, je vous mets un petit sondage. Voilà. En première vue, en tant que collectivité, pensez-vous vous impliquer d'une manière ou d'une autre pour le développement de la méthanisation sur votre territoire? Voilà. Comment est-ce que vous souhaitez être proactif sur ce thème-là? Alors, j'imagine que si vous assistez au webinaire, c'est que vous avez posé des questions et que vous avez éventuellement l'intention, mais peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre, ou peut-être que c'est encore assez indécis. Donc voilà, allez-y. Allez, je laisse encore 10 secondes. Alors, j'ai mis fin au sondage, j'ai peut-être finalement laissé que 7 secondes, désolé. Oui, donc 48% d'entre vous, sur les 21 répondants, souhaitent effectivement travailler, que la collectivité soit vraiment proactive sur le développement de la méthanisation. Et alors, sachant qu'il y a déjà 43% d'entre vous qui représentent une collectivité qui est déjà impliquée. Voilà. Et donc, il y a l'autre moitié qui souhaiterait s'impliquer. Donc ça, c'est fort intéressant. On verra aussi comment on peut vous accompagner là-dedans. Et puis, 10% des participants ne savent pas. Et donc, voilà, on va continuer ensemble avec le témoignage de Julie Pont et d'Arlisère, et puis de Marc Gonzola de la SAS Horizon. Peut-être que ça lèvera les incertitudes. Et en tout cas, c'est aussi intéressant, cette réponse de ce questionnement, je ne sais pas. Ça serait intéressant de pouvoir creuser. Alors, je ne sais pas si les personnes qui ont voté pour ça souhaitent nous en dire plus pour leur crainte ou leur réticence ou leur questionnement par rapport à ça, avant de laisser la parole à Arlisère. Est-ce qu'il y a des mains levées par rapport à ces réponses-là? Oui, donc alors allez-y. Normalement, Madame Claudie Racine, vous pouvez, je pense,
activer votre caméra aussi. Ouais, bonjour. Voilà, bonjour. Je vais laisser la caméra éteinte juste pour des questions de bande passante. Nous, il y a une volonté sur le territoire dans le cadre du plan climat de développer la méthanisation. Donc, on avait imaginé de fédérer des acteurs, mettre des groupes de travail pour faire remonter des projets, pour vraiment créer un vrai projet de territoire. Et il se trouve que, entre-temps, on a été sollicité par une entreprise privée qui souhaite installer un méthaniseur sur notre territoire. Et du coup, on se retrouve avec une double possibilité, un projet qu'on voudrait mener à la base par le territoire, qui peut prendre un peu de temps, et de l'autre côté, une entreprise privée qui, à mon avis, ira beaucoup plus vite que nous, mais où on a un peu peur de perdre la main sur le projet. Et on ne sait pas comment gérer à la fois la volonté politique et cette proposition que, à mon avis, on ne peut pas juste écarter et mettre complètement de côté. Est-ce qu'on peut juste vous demander de quel territoire il s'agit? Dompson Valley, c'est une communauté de communes dans l'Ain. Je ne sais pas, Guillaume, tu voulais Vas-y, Estelle. Je pense que c'est une question tout à fait légitime et que c'est peut-être intéressant d'élargir cette réflexion à certains partenaires du comité méthanisation régionale pour qu'on puisse, avec nos différents retours d'expérience en termes de suivi de la FIR et d'expérience d'accompagnement, comprendre les enjeux et la volonté politique. Ça, c'est primordial, vous l'avez mentionné, pour savoir du coup à quelle étape est la collectivité pour s'engager et comprendre aussi et avoir un regard externe sur cette sollicitation qui peut être aussi pertinente, mais bien, je pense que vous l'avez bien en tête, l'enjeu, c'est le territoire alentour. Donc moi, je peux vous proposer au titre du comité, pour le comité méta, qu'on organise un échange avec d'abord les services, puis peut-être les élus, pour bien comprendre où vous en êtes, bien comprendre les enjeux et discuter de façon très informelle, mais très détaillée de cette réflexion, si vous le souhaitez. Et concrètement, alors après, peut-être qu'on peut faire un échange un peu plus privé, mais savoir qui contacter en fait du coup au sein du groupe. Moi, par exemple. Alors, je vois pas votre nom. Je vous envoie mes. D'accord. On en verra. Ouais. Merci. Estelle Schwebel de la région. Et c'est vrai que c'est complètement le rôle d'Ambition Blocage 2023 de travailler plus en détail ces choses-là. Et c'est vrai qu'une collectivité, comme vous dites, il y a un acteur, c'est long un projet de méthanisation. Là, vous avez un acteur motivé qui vous propose quelque chose. Mais est-ce que c'est le bon acteur? Est-ce que c'est celui qui va répondre aussi aux attentes de la collectivité? Je pense qu'en tout cas, à mon avis, s'il y a un maître mot, c'est ne pas se précipiter et faire ce que vous allez faire là, c'est-à-dire qu'on échange ensemble, qu'on voit ce qu'il en est, qu'on travaille, qu'on ait aussi plus d'éclaircissement sur cet acteur-là, puis qu'on vous montre aussi d'autres façons de faire possibles, qui sont sans doute plus longues, mais qui peuvent aussi répondre à vos attentes. Voilà. En tout cas, du coup, on prolonge ça plus concrètement ensemble dans un deuxième temps. Sachez que vous n'êtes pas la seule collectivité où c'est comme ça, où il y a des acteurs privés qui arrivent et ça peut bien se passer comme ça peut finalement aboutir à rien. Et donc, et tout ça, c'est d'abord prendre le temps avant de se lancer concrètement, quoi. Prendre le temps de la réflexion et de mesurer les enjeux. Juste, je vous ai mis le mail pour tous. Mon mail, il est disponible là. Et de toute façon, Guillaume, quand il enverra les présentations, vous aurez aussi les mails. Mais on est vraiment tous disponibles. Et on fera en sorte de répondre et de faciliter les échanges et de bien coordonner pour bien vous accompagner. Alors, il y a Madame Gavotti, vous vouliez prendre la parole? Oui. Je vous laisse. Bonjour, puis après, on passera à la SS Horizon. Allez-y. Oui, donc Annonay-Renaglo, nord de l'Ardèche. Nous, sur notre territoire, dans le cadre du plan climat, on avait identifié l'opportunité de créer une unité de méthanisation territoriale. Mais finalement, pour l'instant, on n'a pas avancé sur ce sujet-là parce qu'on a des unités de méthanisation agricole qui déjà ont un peu du mal à trouver la ressource. Les vice-présidents à l'agriculture au circuit court qui sont quand même assez inquiets sur les questions de concurrence, de production, de même des cives à vocation énergétique. Et du coup, là, on se recentre en se disant, on a une station d'épuration pour la ville d'Annonay et on voudrait travailler sur étudier l'opportunité d'une unité de méthanisation à minima des bouts de steppe. Et on en est là et
j'ai sollicité mon interlocuteur ADEME pour avoir des exemples de cahiers des charges, etc. Mais du coup, je me dis que peut-être que je vois aussi avec vous, Madame Schwebel, pour avoir un peu des retours d'expérience, de se dire est-ce qu'on a une taille critique suffisante, enfin voilà, de se dire. Tout à fait. Et aussi par rapport à ce que vous expliquez, enfin ce que vous mentionnez par rapport aux élus et aux interrogations qui sont légitimes, je pense qu'il faut les soulever très tôt, même si effectivement le territoire ne dispose pas de gisement. Mais la première chose, je pense, c'est d'abord que les élus puissent avoir un avis, mais en toute transparence, c'est-à-dire pas que sur des on-dit. Oui, des on-dit culture. Excusez-moi, je n'ai pas remis ma caméra. Donc, je pense qu'on peut, pareil, vous proposer collectivement, un peu plus petit comité, mais d'organiser des échanges avec pourquoi pas certains élus pour reprendre et répondre spécifiquement à ces questions. Et après, l'étude de gisement, voilà, vous avez effectivement le cas d'intervention l'ADEME. Il y a effectivement aussi Guillaume Coicadin qui peut vous aider sur les étapes préparatoires au gisement. On a des outils. L'agence travaille avec des outils de simulation, Terristory. On a des études voilà, qui sont régionalisées et qui permettent d'estimer des potentiels. Mais je pense qu'avant tout, c'est primordial qu'on mette les bases de la bonne compréhension des enjeux et de répondre très tôt à leurs interrogations et de savoir qu'ils peuvent aussi se tourner vers des interlocuteurs pour avoir leurs réponses tout au long de l'évolution du ou des projets. Et même s'il n'en y aura pas, peut-être que le territoire n'a pas les gisements, je pense que c'est important parce que ces élus aussi échangent avec d'autres élus, échangent avec les riverains et avoir cette image très tôt de comprendre les enjeux et pouvoir se faire un avis. Donc pareil, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse organiser ces échanges en petit comité. Donc n'hésitez pas. Ben, j'y manquerai pas. Merci. Et concernant plus spécifiquement le projet de bout de step, sur des cahiers des charges, tout, il en existe bien sûr qu'on pourra soit récupérer, soit vous présenter. Je vois qu'il y a Gwenolé qui a levé la main, d'ailleurs c'est peut-être à ce sujet-là. Gwenolé, je te laisse, mais en tout cas, et puis sur les bout de step, moi je peux vous envoyer la liste des unités de méthanisation sur bout de step en région, il y en a je sais pas, une vingtaine je crois, et du coup avec les contacts des gens qui vont bien pour aussi vous aider à bénéficier de leur expérience. Tous des cabinets d'études qui ont pignon sur rue, qui vous aideront pour faire cette étude de faisabilité, qui seront à consulter, etc. Là-dessus, c'est Gwenolé, je te laisse prendre la parole. Oui, effectivement, un point complément en disant que oui, ne pas hésiter à envoyer un mail directement aux interlocuteurs aussi qui sont chez nous. On a un pôle haut et donc ils seront potentiellement en mesure de vous transférer des modèles, en tout cas des réalisations de cahiers des charges sur d'autres parties du territoire aussi, récents avec peut-être plus à votre dimension. Même si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas à nous solliciter par message et autres, parce que ça nous invite à travailler sur ces thématiques au fur et à mesure. Je voulais juste compléter sur les enjeux d'appropriation un cadre un peu potentiel d'évolution future sur la filière méta. C'est que en cours de lancement, vous avez peut-être entendu parler d'annonces sur la gouvernance locale de la ministre en novembre. Et donc là, fin du deuxième trimestre, devrait se dérouler plusieurs GT ministériels sur les enjeux de mise en place de bonus, par exemple, pour la réalisation de projets à gouvernance locale. Donc l'idée étant que la mobilisation, comme vous l'indiquez la personne qui intervenait juste avant, on a des différences de coûts entre des projets 100% industriels qui vont aller effectivement plus vite et puis des projets où on va avoir une animation, une inertie de stratégie territoriale, d'agencement des acteurs qui va prendre plus de temps, de mobilisation de collectifs citoyens, etc., mais qui présentent des avantages sur les retombées économiques locales, les retombées sociaux, l'appropriation locale aussi. Et l'appropriation liée au projet. Donc, on va essayer de travailler là-dessus avec le ministère pour mettre en place. Donc, aujourd'hui, on a le cas sur, en tout cas, par exemple, sur le gros photovoltaïque, le gros éolien. On aimerait aussi le décliner sur les réseaux de chaleur et la méthanisation. Donc, c'est un projet sur lequel on va travailler. De notre côté, on échange également aussi avec la direction de GRDF la semaine prochaine pour évoquer un certain nombre de points pour faciliter les projets des collectivités en général. Voilà.
Ok, ben merci. J'en ai profité pour vous partager le sondage parce que j'ai vu que je n'avais pas partagé les résultats au final, donc mes excuses. Gwenolé, si tu peux mettre le mail des personnes clés en méthanisation à Amorce dans le chat, comme ça permettra aux acteurs de l'avoir. En ce qui concerne la communauté régionale, eh ben, vous trouvez tout ça sur le site internet, et il y a donc Estelle ou moi-même qui faisons partie de cette communauté régionale et qui peuvent bien sûr faire le lien et organiser des choses pour vous. Je vous propose peut-être maintenant de laisser la parole à Arles Isère. On a un petit peu de retard. Voilà, ça finira peut-être à 12h15. Mes excuses. Je pense que l'important, c'est les échanges. Et on va continuer. Allez, je vous laisse la main, Julie et Marc. Je vous laisse partager votre écran. Ah non, par contre, j'ai pas prévu de partager la diapo. Eh ben, pas de problème. Du coup, je vais reprendre la main. Alors, attends, faut juste 2 secondes. Pas préparé en amont, désolé. On va peut-être se présenter. Voilà, présentez-vous en attendant. Julie Pont, je suis chargée de projet énergie-climat pour la communauté d'agglomération Arles-Isère. Donc, nous, on est un territoire de Savoie. Voilà. Et donc, moi, c'est Marc Gazola, je suis exploitant agricole donc à côté d'Albertville en Savoie, et je suis président de la SAS Horizon, donc société, unité de méthanisation à la ferme sur mon exploitation. Et bien voilà, normalement, vous voyez mon écran. C'est la première diapo. Donc juste voilà, nous aujourd'hui, on va vous faire un petit bond dans le passé, parce que bon là, il y a une coquille, mais en fait, ce projet, il remonte à 2010. À l'époque, Arles-Isère n'était pas encore une communauté d'agglomération, on était un syndicat mixte. Donc le projet, en fait, il provient de la communauté de communes Haute-Combe de Savoie, qui avait une forte démarche environnementale, puisqu'en 2010, les élus avaient décidé de passer à la redevance incitative pesée embarquée pour la partie ordures ménagères. Donc l'instauration de cette redevance incitative, elle a amené pas mal de réflexions, et notamment l'instauration d'une collecte des fermenticides pour les plus gros producteurs du territoire. Et la chance sur le territoire, c'est qu'en local, on a une entreprise qui s'appelle Trivalet, qui faisait déjà de la collecte de biodéchets. Et ces collectes, en fait, elles étaient acheminées sur Gruffy, donc c'est une commune sur le parc des Bauges, qui est limitrophe du territoire. Et du coup, nos biodéchets collectés sur le territoire à l'époque de la Haute-Combe de Savoie, il y avait de mémoire 10 à 11 entreprises qui étaient collectées. L'idée, c'est en fait, notre président à l'époque s'était dit c'est quand même un petit peu bête que les biodéchets ils aillent si loin. Est-ce qu'on n'a pas vocation, nous, la collectivité, à avoir un projet en local? Et c'est notamment aussi Trivalet dans ses échanges qui avait dit oui, pourquoi pas. Et donc, la collectivité avait fait un peu le tour des popotes, et il y a 2 agriculteurs qui se sont montrés intéressés par ce projet. Donc, Marc qui est avec moi aujourd'hui, et puis Pascal qui est associé au projet aussi. Donc, Marc a une exploitation de vaches laitières et Pascal a une exploitation de vaches à viande. Voilà. Et pour vous remettre dans le contexte, moi, je suis arrivée à la Haute-Combe de Savoie en octobre 2011, et une des premières réunions auxquelles j'ai assisté, c'est le lancement de l'étude de faisabilité en novembre 2011. Voilà. Donc, pour vous dire qu'effectivement, les projets territoriaux de méthanisation sont des projets au long cours. Donc, l'objectif pour tous les gens dans ce tour de table, c'était de mettre en place une unité de traitement des matières organiques fermenticides de proximité, donc pour collecter les déchets en proximité dans un périmètre, on s'était fixé à peu près 50 km, permettre une valorisation de proximité aussi des digestats, avec l'épandage qui se fait dans un périmètre, on va dire, à moins de 20 km de l'unité, et une diminution de l'apport d'engrais. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, c'est juste pour vous remettre un peu dans le contexte, parce que ça va avoir son importance, parce que la Haute-Combe de Savoie, derrière, voilà, on va en parler, mais on allait chercher d'autres collectivités pour entrer dans ce projet-là. Donc, c'était juste pour vous dire que la communauté d'agglomération Arles-Isère, c'est un territoire de Savoie, et qu'à l'époque, il y avait 4 communautés de communes au sein d'Arles-Isère, en fait. Donc, on peut passer à la slide d'après. Donc, l'étape, c'est la recherche de partenaires agriculteurs. Il y a une préétude de faisabilité qui a été financée par la société Trivalet et portée par la Chambre d'agriculture. Donc, une toute petite étude qui avait dit, OK, votre projet... il est viable, il est logique, et du coup, faut creuser, il faut aller plus loin. Donc, il y a eu une étude de faisabilité qui a été financée
par la communauté de communes Haute-Combe de Savoie. Donc, de mémoire, c'est à peu près 15 000 €. On a une subvention à hauteur de 70 ou 80% de la part de l'ADEME. Et dans cette étude de 70, bon, ben voilà. Et dans cette étude de faisabilité, il y avait aussi donc l'étude gisement qui a été faite en partenariat avec Privalet. Il y a eu une étude aussi de montage juridique, déjà à ce moment-là. Et ensuite, donc, cette étude de faisabilité, elle s'est menée sur la fin d'année 2011 et toute l'année 2012. Et en fait, donc, dans le tour de table, il y avait Marc, Pascal, la collectivité et puis Privalet à l'époque. Et à la fin de cette étude de faisabilité, tout le monde s'est dit, et notamment, Marc ne me contredira pas, je pense, que la collectivité, il fallait qu'elle fasse partie du projet et que ce projet, il ait un fort ancrage territorial pour que ça fonctionne. Donc, partant de là, tout le monde, tous les gens qui étaient autour de la table, ils se sont dit il faut qu'on aille peut-être chercher d'autres collectivités justement pour assurer l'apport et les gisements de biodéchets. Donc avec notre bâton de pèlerin, avec mon ancien président, on a fait un peu le tour des popotes, donc on a rencontré plusieurs collectivités. Et puis, il y a 3 Comcom qui ont dit « Ok, nous, on est intéressés. » Donc, la communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche, la communauté de communes de Cœur de Tarentaise et la communauté de communes de la région d'Albertville, qui est aujourd'hui fusionnée avec la Haute-Combe de Savoie, qui ont dit « Ok, nous, on est intéressés. » Il y en a 2 autres qu'on avait été rencontrées qui sont pas rentrées dans le projet, c'était pas assez mature pour elles et elles n'ont pas souhaité aller plus loin. Et donc, à l'époque, comme l'a dit Gwenolé, nous, on n'avait pas encore l'opportunité, les collectivités, de pouvoir rentrer au capital d'une SAS. Donc, en fait, on a monté une SEM parallèlement à la SAS. Et la SEM donc on a cherché aussi des partenaires publics. Donc, on avait déjà privés, pardon, on avait déjà Privalet. Et c'est ajouté à ça Nantais, qui est un autre collecteur de déchets du territoire. Donc, aujourd'hui, c'est un gros groupe parce qu'ils ont été rachetés en partie par Serfilm. Mais voilà, donc il y a ces 2 personnes-là et ces 2 entreprises-là. Et dans la SEM est venue aussi s'ajouter la commune de Tournon, parce qu'il semblait aussi important que la commune sur laquelle le projet allait se faire soit dans le tour de table. Voilà. Donc, on a monté des statuts, on a fait pas mal de réunions, on a pris des cabinets spécialisés en montage de société. Et du coup, parallèlement à tout ça, on a fait un pacte d'actionnaires entre la SAS et la SEM pour définir un peu les rôles et les obligations de chacun vis-à-vis de cette unité de méthanisation. Voilà. Et puis, on en parlera un peu après, on rentrera peut-être plus dans le détail, mais il y a eu une mise en concurrence pour la partie process sur la méta, et du coup, on a travaillé avec l'entreprise Naskeo. Mais en amont, on a travaillé aussi avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui a été là vraiment tout au long du projet, on va dire quasi de A à Z. Et puis, on a aussi une AMO, c'est la société Girus qui a été l'AMO sur le projet de méthanisation. Voilà, on peut passer à la slide d'après. Juste parce que du coup, comme on est sur le thème, toutes ces études, elles sont donc cofinançables par l'ADEME et à hauteur de 70%. Aujourd'hui, jusqu'à un montant d'études de développement de 100 000 €. Par ailleurs, juste Estelle, la région aussi, à travers le dispositif Start-ENR, accompagne les collectivités sur ce type d'études, mais à hauteur, là, je crois, de 50%, c'est ça ? Pour la partie concertation uniquement. Non, c'est 70%. 70% et sur la partie concertation spécifiquement. Voilà. Je voulais juste préciser pour l'ADEME, il y a 2 étapes. Il y a la partie AMO, qui est donc, c'est les nouvelles orientations de 2022. Donc, effectivement, un PAC qui s'appelle Aide à la décision, dépenses éligibles à hauteur de 100 000 €. Mais il y a la partie également étude de faisabilité qui reste finançable. Comme c'était le cas, et il me semble que c'est à hauteur de 30 000 € avec 70% de dépenses éligibles. Donc, il y a étude faisable, donc, qui est territoriale, et le PAC AMO quand on est du coup plus en développement même du projet. Reste le delta ensuite à financer, et c'est là que la collectivité intervient avec des différents partenaires. Excuse-moi, Julie, je te redonne la parole. Donc voilà, on vous présente juste le montage juridique. Donc effectivement, il y a une SEM qui avait 49% des parts dans la SAS Horizon, et puis des agriculteurs, donc Marc et Pascal, qui ont 51% des parts de la société. Et bon, pour des questions, la SEM, elle coûtait très cher aux collectivités parce que finalement, c'était un peu une coquille vide, mais on n'avait pas encore, à l'époque où s'est montée cette société,
la loi TEPCV n'était pas sortie et les collectivités ne pouvaient pas prendre part au capital d'une société privée sans passer par la case SEM, en fait. Donc, c'est pour ça que ce montage-là, il a été fait comme ça à l'époque et qu'aujourd'hui, en fait, vous voyez, en juin 2020, la SEM a été dissoute et aujourd'hui, Arles-Isère, la communauté de communes des Vallées d'Aigues-Blanches, Cœur de Tarentaise, Trivallée et Nantais sont au capital en direct de la SAS Horizon. Alors, l'actionnariat agricole est majoritaire parce qu'on est sur un projet de méthanisation à la ferme qui a été construit sur une zone A du PLU de Tournon, donc une zone agricole, donc que les projets à vocation agricole peuvent se faire à cet endroit-là. Donc, voilà pourquoi aussi l'actionnariat des agriculteurs est majoritaire. On peut passer à la slide d'après. Donc après, je vous ai refait un petit calendrier parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir en tête, mais je pense que des échanges, de ce qu'on a pu entendre avant, les projets de méthanisation, c'est quand même pas des projets qui se font en un claquement de doigts, hein. C'est assez long et c'est là aussi où je pense que la collectivité a toute son importance. Enfin, Marc pourra le dire aussi, mais je pense que si on n'avait pas tous été dans le tour des tables, entre guillemets, à se serrer un peu les coudes, on aurait peut-être abandonné en fait. Parce que c'est vrai que c'est quand même long, ça prend énormément de temps. Les agriculteurs, ils n'ont pas forcément toujours le temps de se faire toutes les réunions. Et c'est vrai que quand on se lance là-dedans, il faut quand même avoir du temps et beaucoup d'énergie. Donc voilà, juste pour vous redire, effectivement, l'art de vente incitative, 2010, 2011, 2012, une étude de faisabilité qui a été faite par le bureau d'études Metaneva à l'époque. En 2013, une étude juridique pour créer notamment la SAS, parce que du coup, pour ne pas stopper la progression de ce projet, au départ, la SAS, elle a été juste faite entre les agriculteurs et Trivallée. C'est fait le choix d'un AMO, donc comme je vous disais, on a travaillé avec la société Gyrus. Ensuite, en 2014, la création de la SEM. L'étude d'AMO qui s'est poursuivie. Mars 2015, le dépôt du dossier ICPE, parce que sur l'installation, on traite des biodéchets et du coup, on est sur un dispositif d'autorisation. Le 16 octobre, donc la validation du dossier ICPE. En parallèle, on a retenu la société Naskeo pour faire la construction, le process. Et puis, il y a eu des dépôts de dossiers de subvention auprès de l'ADEME et de la région. Donc forcément, on a été soumis au régime des enquêtes publiques, donc enquête publique de février à mars 2016. Une enquête publique où il y a eu énormément on avait 19 pages de mémoire de questions et de remarques d'usagers. Là aussi, la collectivité a eu son rôle parce que du coup, avec Trivallée et donc moi-même à l'époque, la CCHS, on a répondu à chacune des questions qui avaient été posées dans le cadre de l'enquête publique. Donc ça a été un gros travail. Et puis, le permis de construire en juin. Et puis, enfin, l'autorisation d'exploiter le 6 juillet 2016. En août 2017, le début de travaux et donc une fin de travaux en septembre 2018. L'unité, on injecte l'électricité depuis le 22 novembre 2018. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, fin 2019-2020, la dissolution de la SEM. Aujourd'hui, la société... la SAS, elle exploite la méthanisation. Marc et Pascal font le job et nos biodéchets sont collectés et vont sur l'unité de méthanisation de Tournon. Et après, la slide d'après, on vous a juste remis quelques coûts. L'investissement total donc, de ce projet, c'est 2 250 000 €. 182 000 € de fonds propres des agriculteurs et à l'époque de la SEM, des subventions, donc 18% ADEME et puis 18% de subventions au total, ADEME et région. Donc un montage technique, on pourra peut-être échanger si vous en avez l'envie. 8 200 tonnes de déchets qui sont traités sur cette unité, 4 500 tonnes de déchets agricoles et 3 600 tonnes de déchets de collectivité. Donc, nous, on est sur un système de cogénération. Donc, c'est un 250 kg. Aujourd'hui, la vente d'électricité, c'est à peu près 1,7 million mais on a augmenté un peu. Puis voilà, on vous a mis du détail sur des prix de rachat de l'électricité, mais voilà, c'est peut-être pas trop le sujet aujourd'hui. Et puis, la dernière slide, c'est quand même une photo de cette belle réalisation. Et puis voilà. Et du coup, c'est vrai que Guillaume nous avait posé une question, on ne l'a peut-être pas trop laissé apparaître. Alors moi, je vais la poser à Marc pour que quand même il prenne un peu la parole. Si c'était à refaire,
Qu'est-ce qu'on ferait, Marc? Si c'était à refaire, on y referait. C'est vrai qu'au tout début 2010, au tout début donc, des tours de table, de discussion et des choix qui étaient à faire. Nous, on est beaucoup partis à visiter d'autres unités de méthanisation sur Rhône-Alpes et sur l'Italie pour connaître un petit peu le dispositif d'unité de méthanisation, parce que pour nous, c'était quand même tout nouveau. Sachant que ce qui était encore plus nouveau, c'est le fait de travailler avec des partenaires qui sont les pouvoirs publics et du privé, puisque toutes les unités de méthanisation qu'on a pu visiter, c'était vraiment du type agricole à 100%. Et nous, ça nous faisait un petit peu peur au départ parce que la notion juridique de la société était très complexe. Et surtout, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a mis en place un pack d'actionnaires, en fin de compte, pour dire qui fait quoi dans cette SAS Horizon, de façon à ne pas se marcher, on va dire, sur les pieds, et que chacun était bien dans son domaine. Ce pack d'actionnaires nous a aussi permis, pour nous, on avait l'obligation de traiter du biodéchet, puisque c'était dans le pack d'actionnaires. Les pouvoirs publics, les collectivités, eux, leur engagement, c'était de nous amener du biodéchet de façon à faire tourner l'unité en plus de nos effluents d'élevage. Et les deux partenaires privés, ils avaient un engagement des collectes qu'ils faisaient sur tout le bassin, on va dire, grosso modo, le gros bassin albervillois et ses alentours jusqu'à Moutier en Tarentaise, était d'apporter les biodéchets qui étaient collectés sur notre unité de méthanisation. L'ensemble de tout ça nous permet aujourd'hui d'avoir une unité qui tourne. On était parti au départ avec une cogénération à 220 kilos. On se retrouve aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, avec une unité à 250 kW, donc au maximum du moteur. On est à peu près, on a encore augmenté le potentiel, puisqu'on arrive à un peu plus de 9500 tonnes d'effluents d'élevage et de biodéchets traités, et on injecte au jour d'aujourd'hui, pour l'année 2021, on a injecté un peu plus de 2000 mégawatts, donc c'est-à-dire un peu plus de 2 millions de kilowatts sur le secteur Enedis, RTE, EDF. Voilà. Et pour compléter, du coup, juste, c'est vrai que je vois un peu dans le chat, mais on parle beaucoup d'acceptation sur ces projets, notamment la méthanisation qui peut quand même, on ne va pas se le mentir, faire un peu peur. Là, on est vraiment à proximité quand même de 2 lotissements sur la commune de Tournon. Alors, vous dire que du coup, la mairie de Tournon a toujours beaucoup communiqué quand même sur ce projet. L'intention de l'ancien maire et de l'ancien président de la Haute-Combe de Savoie, ça a toujours été d'expliquer aux gens ce qui se faisait. Marc est aussi beaucoup impliqué dans les fermes ouvertes, et à chaque fois en fait, qu'il a ouvert sa ferme, bien avant que l'unité se fasse, mais quand il y avait le projet, il a toujours présenté avec des photos, des schémas, il a toujours essayé de faire beaucoup de pédagogie auprès des voisins de l'unité pour dire ce qu'il allait faire, pourquoi il le faisait, quel était l'intérêt de ce projet. On avait aussi organisé une réunion publique un peu avant l'ICPA pour expliquer aux habitants de Tournon, répondre à toutes les questions qu'il pouvait y avoir. Donc, vous dire que le projet est 100% accepté, ce serait peut-être un petit peu mentir. Il y a une association qui s'était faite au moment du montage du dossier ICPE, Parfum de Tournon. C'était sympa comme petit nom. Aujourd'hui, cette association, elle n'existe plus, mais voilà, il y a un peu des plaintes sur des odeurs d'un lotissement voisin. Donc, voilà, on travaille là-dessus. On avait pensé un temps faire de la médiation. Là, apparemment, les plaintes sont quand même moins importantes. Mais du coup, vous dire aussi que la collectivité, elle continue à accompagner le projet. On essaye quand même de faire en sorte que Marc, de faire un peu le tampon entre surtout la mairie de Tournon, entre les gens qui ne sont pas contents et l'unité, parce que c'est pas toujours facile, mais bon, c'est en train de se régler, donc voilà. On peut peut-être sur ce point indiquer que les services de l'État aussi sont impliqués. Oui. Voilà, et donc il y a un suivi et effectivement prendre en considération les réclamations entre guillemets des riverains, mais aussi les remettre dans un contexte un peu factuel et permettre un suivi aussi, au titre de la réglementation.
Eh bien, merci. Attendez, excusez-moi, faut que je départage mon écran. Il ne faut pas que j'arrête la réunion pour le coup. Oui, il y a pas mal de petites questions là dans il y a le pas mal de chat. petites questions. Alors justement, il y en a deux sur très techniquement. Voilà, c'est vrai que c'est des questionnements au niveau territorial, ces deux questions-là, pour pas mal de collectivités territoriales. Que deviennent les digestats sur votre unité? Et puis, l'énergie, la chaleur, comment est-elle valorisée? Au niveau du digesta, ben c'est assez simple, assez simple, oui, puisque par rapport au dossier CPE, on avait aussi un plan d'épandage qui était obligatoire à mettre en place, sachant que au-delà de nos effluents d'élevage que mon associé et moi-même apportent à l'unité de méthanisation, on sait qu'on rentrait quasiment le double de produits, donc il fallait trouver la superficie pour pouvoir répandre ce digestat, puisque nos deux seules exploitations n'auraient pas suffi à pouvoir répandre la totalité du digestat. Donc on a dans notre plan d'épandage, on a rentré 4 autres exploitations qui sont plus des exploitations céréalières et qui étaient intéressées pour utiliser du digestat, sachant qu'on a régulièrement des analyses agronomiques des analyses biologiques de nos digestats et qui nous permet d'avoir des valeurs fertilisantes. Et ça, c'est très important. Et avec le plan d'épandage, oui. Une question, je pense qu'il peut intéresser d'autant plus en ce moment, votre autonomie en fertilisant, en engrais, avec ce digestat. Alors, nous c'est clair, depuis 2019, je n'achète plus un centime d'engrais. Je fertilise l'ensemble de de mes terres avec le digestat. Sachant que sur les analyses, on trouve sur des analyses régulières des unités d'azote à peu près de 4 unités d'azote, de 2 unités de phosphore et un peu plus de 4 unités de potasse. Et ça nous donne les quantités qu'on peut épandre par hectare et par an. Et pour nous, c'est quelque chose de très, très positif, puisque même sur une année sèche comme on a eu en 2019, sur les prairies où on a pu étendre les premiers digestats, on va dire que c'était très positif par rapport à ce qu'on mettait comme engrais qu'on pouvait mettre avant. Donc aujourd'hui, que ce soit mon associé ou moi-même, on utilise 100% du digestat sur nos terres, on n'utilise plus du tout d'engrais. Les 4 autres personnes qui sont adhérents, on va dire, au plan d'épandage, sont de plus en plus demandeurs. C'est des céréaliers, sont de plus en plus demandeurs pour prendre du digestat, sachant qu'au vu de la fluctuation actuelle des engrais, comme tout, et comme c'est une grosse partie par les produits pétroliers, je vous laisse imaginer les coûts des engrais aujourd'hui, donc ils sont très, très demandeurs pour prendre du digestat. Et aujourd'hui, on a même des exploitants qui ne sont pas inscrits dans le plan d'épandage, qui sont même demandeurs à nous prendre du digestat aujourd'hui. Donc, on va dire notre base de départ qu'on avait en quantité de digestat produit et la quantité de digestat qu'on a aujourd'hui, on a largement la superficie pour l'épandage de l'ensemble du digestat. Et Marc, mis à part les atouts agronomiques que vous avez cités environnementaux, c'est absolument formidable. 100% d'autonomie en engrais. Est-ce que vous pouvez chiffrer l'économie? Combien vous économisez en achat d'engrais par rapport à du coup c'est ça, pour mon exploitation, c'est une réduction d'environ entre 7 et, suivant les années, entre 7 et 10 000 euros d'engrais que je n'achète plus. Voilà. En fait, merci. Voilà, c'était vraiment pour imager. Merci. J'ai une superficie de 70 hectares. Voilà. C'est l'exemple de la méthanisation en tant qu'économie circulaire là, avec les biodéchets. Ça a été l'objectif aussi. On va dire le bénéfice accolé à la méthanisation, c'est aussi de capter l'azote du territoire à travers les biodéchets pour le laisser sur le territoire, alors qu'avant, cet azote-là, il partait, voire il était incinéré. Et bien aujourd'hui, il revient sur le territoire et la boucle est bouclée. Et du coup, il y a quelques personnes qui nous
quitte. Là, on va continuer quand même l'échange. Sur l'énergie thermique, vous avez répondu, Marc? Je ne sais plus. Non, sur l'énergie thermique, alors on a trois directions. Donc la première, c'est le méthaniseur, donc le digesteur principal. Lui, il est chauffé à 40 degrés. Pourquoi il est chauffé? Tout simplement, c'est des bactéries. On en a parlé ça, au premier webinaire, Marc. Voilà, qui dégrade la matière qu'on rentre tous les jours. Donc, et ces bactéries travaillent très bien à une certaine température. Donc là, on est en mésophile. On travaille en 38 et 42 degrés. La deuxième, étant donné qu'on on entre des biodéchets extérieurs à l'exploitation, on a une obligation d'hygiénisation. Donc, on a la deuxième source de chaleur qui permet donc d'hygiéniser tous les intrants. Donc, on hygiénise à peu près entre 3005 ou à peu près 3500 tonnes par an. Et ça nous demande beaucoup d'énergie, on va dire, thermique. Et le troisième poste, c'est on a commencé à mettre en place une unité de séchage, de fourrage et d'hiver qui n'est pas finie actuellement parce que manque de financement en premier lieu. Et puis deuxième lieu, on se rend compte quand même que l'hygiénisation nous prend énormément de pouvoir thermique. Donc, on a peur qu'on n'aurait pas assez pour pouvoir faire tourner une unité de séchage à côté. D'accord, merci pour ces éclaircissements. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la collectivité, le rôle de la collectivité en tant que tel? Moi, je trouve qu'effectivement, il y a 7 ans quand même de développement de projet. Peut-être heureusement que vous étiez plusieurs, comme tu l'as souligné, Julie, pour vous serrer les coudes et garder le moral aussi. Et est-ce qu'il y a eu des étapes critiques un petit peu? Est-ce qu'il y a eu des moments alors, je ne sais pas, moi, par rapport à des questionnements, vous n'arriviez pas à trouver les intrants, vous n'arriviez pas à… Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles et lesquels étaient-ils? Ou est-ce que finalement, c'était une longue aventure, mais ça s'est plutôt bien déroulé? Il y a eu des moments aussi, nous, aux collectivités, quand il a fallu passer devant le conseil communautaire avec des élus qui n'étaient pas forcément hyper favorables au projet. Il ne faut pas se mentir. La méthanisation, ça fait quand même beaucoup parler. Après, il y a eu les moments où on s'est, entre guillemets, senti un peu attaqué parce qu'il n'y a pas eu que des messages très gentils à l'encontre de la méta. Donc, forcément, ça ne fait jamais plaisir, surtout quand, je pense, comme dans le cas de Marc, parce que moi, finalement, c'est dans le cas de la collectivité, mais on s'implique beaucoup. Du coup, c'est vrai que c'est après des grosses remises en question. Non, il n'y en a pas eu. Il y a un moment donné où si entre est-ce qu'on vend l'énergie, on fait de l'électricité ou on fait du biogaz, on s'est posé la question parce que c'était un peu aussi aux prémices. Le réseau était loin de l'unité. GRDF est venu nous trouver, nous a fait beaucoup nous remettre en question. Bon, finalement, ça a continué, mais ça nous a fait peut-être perdre un peu de temps quand même. Après, c'est administratif. Un dossier ICPE, c'est quand même des documents qui sont lourds. Quand on n'est pas habitué, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Donc, voilà. Après, vous dire aussi, ce que je n'ai pas trop dit, c'est que du coup, les autres collectivités, elles sont quand même toujours impliquées. On essaye de se faire une réunion par an pour faire le point, notamment administrativement, parce que c'est obligatoire. Mais on échange aussi sur le projet, sur son évolution. Dans le pacte d'actionnaires et dans les statuts de la SEM et maintenant de la société, la vocation, c'est aussi de faire émerger d'autres unités de méthanisation sur les autres territoires. Alors, ça ne s'est pas encore fait parce qu'il y a, chez nous, on est sur l'AOP Beaufort. Les vaches, elles sont beaucoup à l'extérieur et peu dans les bâtiments, donc c'est difficile d'avoir du gisement agricole. Donc il y a des questions techniques aujourd'hui qui ne sont pas tranchées, mais peut-être qu'un jour, on sera en capacité d'accompagner d'autres projets. Et nous, à Arlysère, on a aussi un projet de méthanisation de nos bouts de steppe. Voilà. D'accord, merci Julie. En tout cas, pour nos participants, vraiment, je trouve que c'est vraiment une application très modèle de la collectivité et du lien entre agriculteurs et collectivité pour un projet de méthanisation. La collectivité, pour résumer, qui a impulsé initialement pour donner envie à des agriculteurs et à des partenaires de lancer des unités de méthanisation, une collectivité qui a participé financièrement aux études, qui participe maintenant financièrement à l'unité de méthanisation,
une collectivité avec les agriculteurs qui ont su monter une équipe projet autour. Hein, là, c'était important. Vous n'étiez pas tout seul. Il y avait aussi un bureau d'études qui a été choisi sans doute avec des après mise en concurrence, hein, qui était voilà, qui vous a apporté satisfaction. Sans doute, du coup, vous avez cité aussi l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, les chambres d'agriculture. Aujourd'hui, tout ça, on est au sein d'Ambition Biogaz 2023. C'est important parce que moi, j'ai l'exemple d'une collectivité qui avait honnêtement très bien travaillé aussi. Puis, au moment du choix de l'assemblier, elle a fait son choix. Et en fait, c'est dommage parce qu'au sein du collectif, par exemple, Ambition Biogaz 2023, on aurait pu lui donner un avis aussi sur cette assemblée, sur les assembliers. Or, eh bien, il y en a, c'est jamais officiel, hein, mais en tout cas, qui officieusement, on peut vous dire que si on était à votre place, on ne les choisirait pas, par exemple. Voilà. Bah nous, et ça, c'est important. On a fait vraiment ce travail au moment du choix de Nasqueo. De mémoire, il y avait on a eu 4 retours d'entreprises. Oui, 4. Il y en avait une qui était plus ou moins en train de se casser la figure et on a été bien conseillés. Il y a eu des échanges et vraiment dans le tour de table, à chaque fois, on était tous présents. Et au moment où on allait chercher les autres collectivités, qu'elles ont dit OK, on a toujours essayé vraiment d'associer l'ensemble en fait, des associés. Les décisions sont toujours prises collectivement, même si Marc et Pascal, aujourd'hui, ils ont quand même 51%, mais notre avis et l'avis de tout le monde a toujours compté. Et ça, c'est important aussi, je pense. Marc et Pascal, il n'y a pas un moment donné où ils ont dit maintenant, vous allez vous faire voir et nous, on se débrouille. Non, vraiment, ça, c'est aussi appréciable, quoi. Voilà. Julie, du coup, pour aussi continuer à répondre à la collectivité de Haute-Savoie et donc Madame Racine, est-ce que peut-être un échange direct entre vous pour rentrer dans un détail concret des choix, pourquoi tel format de structuration de société, pourquoi plutôt être impliqué? Je pense que ça peut être intéressant, si vous en êtes d'accord, que vous ayez un échange aussi en aparté. Très bien. Oui, c'est d'ailleurs, c'est vrai que l'objectif aussi, c'est de créer des liens entre nous. Estelle, moi, j'ai vu vous avez vu dans le chat apparaître Jean-Paul Sauzet, qui est responsable de l'équipe régionale de méthanisation des chambres d'agriculture. Donc, c'est pareil, ça peut être un de vos interlocuteurs. Et puis, bien sûr, d'échanger entre vous, entre collectivités. C'est vraiment l'objectif. Nous, on est dispo parce qu'aussi, d'autres avant ont été dispo pour nous. Comme l'a dit Marc, on est allé dans plein d'autres. On a visité quand même beaucoup d'unités. On l'a toujours fait tous ensemble aussi. Et du coup, c'est aussi des échanges qui ont fait naître ce projet. Donc, je pense autant Marc que moi, on sera dispo si vous avez des questions, quoi. Et puis là, c'était qu'une demi-heure, mais on pourrait sans doute passer des heures et des heures à raconter plein de choses, plein de détails. Hein. Moi, j'ai noté juste un point clé, par exemple la sécurisation des intrants que vous avez fait à travers faire entrer au capital les prestataires, les collecteurs. Ça, c'est des petits points clés comme ça qui sont extrêmement importants pour aboutir à une phase d'exploitation sereine. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a des mains levées? Non. Oui. Guillaume, alors, je voulais juste rajouter en interlocuteur, pour le citer, mais on le connaît bien, c'est Jacques Viard, votre interlocuteur ADEME région. Ambition Biogaz 2023 donc aussi, voilà, vraiment une référence et quelqu'un de très bien, ne pas hésiter. Et puis en termes de déjà féliciter Julie et Marc pour votre superbe réalisation et projet, et puis vous ouvrir une question plutôt en quoi le succès de ce projet a pu lancer une dynamique ou accélérer d'autres stratégies territoriales de votre plan climat, etc. Donc, vous parliez de potentiels nouveaux projets méthanisation, mais quid des autres thématiques? Alors, en fait, on a un territoire TEPO, Sarre-l'Isère. On va valider notre plan climat là, jeudi prochain. Donc, la dynamique, elle est enclenchée. Après, vous dire qu'il y a d'autres projets d'envergure, non, pour l'instant, on travaille sur le photovoltaïque, mais pas sur des gros projets. Comme chaque collectivité, hein, on essaye de mettre en place des choses. On réfléchit aussi un peu à des projets hydrogène. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais alors, est-ce qu'il y a un lien avec la méthanisation? Non, pas forcément. Après, du coup, juste pour finir, c'est quand même aussi humainement des beaux projets. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré Marc il y a 10 ans et puis aujourd'hui, on échange avec vous et on est content de le faire. Et franchement, ça, c'est aussi chouette, quoi. Voilà. Puis on apprend beaucoup parce que moi, quand je suis arrivée dans la collectivité, je ne connaissais rien à la méthanisation et du coup, les agriculteurs ont été aussi formés. Non, mais du coup, c'est vraiment hyper intéressant et c'est des chouettes projets, quoi.
On vous remercie parce que ça fait, voilà, on est content en région d'avoir d'aussi belles expériences. Il y a aussi les Monts du Lyonnais, hein, comme ça. Il y a d'autres collectivités en région qui sont vraiment exemplaires là-dessus. Et je vous remercie beaucoup, Julie et Marc, d'être intervenus. Comme le disait Estelle, hein, vous pouvez continuer les échanges entre vous. Je pense que dans le diaporama, vous avez mis vos coordonnées. Je vérifierai, sinon je me permettrai de les mettre. Oui, il n'y a pas de souci. Juste, on a parlé de Jacques Viard, Contact ADEME. Voilà, pour finir peut-être, hein, sachez que pour vous aider à rentrer dans le thème de la méthanisation, il y a des personnes, hein, d'Ambition Biogaz 2023, et puis il y a des cahiers qui vous aident, des cahiers des charges qu'il faut rédiger, etc., avec des guides de rédaction de cahiers des charges qui sont disponibles sur le site de l'ADEME. Vous aurez le lien et qui vous permettent de commencer à travailler sur la méthanisation à travers une étude territoriale, et puis ensuite aussi de vous aider à sélectionner des bureaux d'études pour les études de faisabilité. Voilà, l'Ambition Biogaz 2023, on est là pour vous accompagner dans ces démarches-là. Moi, personnellement, sur les études, en tant qu'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, je peux contribuer à vous aider à rédiger un cahier des charges, à contribuer à sélectionner les bureaux d'études, c'est-à-dire à noter les offres, etc., à faire des hiérarchisations par rapport aux réponses obtenues, etc. Vous n'hésitez pas à nous contacter tous. Et puis ensuite, on se dispatche en fonction des compétences de chacun. Je vous ai mis un petit sondage aussi, alors de satisfaction pour le résultat, et je ne voulais pas afficher, je me rends compte, mais bon, il y a 85 ou 87% de mémoire de gens qui sont satisfaits du webinaire, donc merci à vous pour ça. Un petit sondage là qui doit être en cours là sur comment on peut voir la suite, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour continuer à travailler ensemble. Et puis, vous trouverez sur le diaporama des ressources. Voilà, des ressources. Alors il y aura le Centre régional de ressources de biogaz, qui s'appelle Biogaz-Aura. Vous avez tous les contacts nécessaires, les contacts utiles. Vous avez les actions d'Ambition Biogaz 2023. Vous avez la méthodologie pour monter un projet, etc. Et puis, voilà, donc ça permet d'avoir déjà des premiers éléments pour occuper vos soirées sur des réflexions sur la méthanisation. D'autres sites qui sont accessibles, des sites bien sûr des champs de lecture de l'ADEME, MetaFrance, Infométa, qui sont des sites nationaux sur la méthanisation. Le Club Biogaz, c'est peut-être plus technique et en lien avec la filière. L'Association des agriculteurs méthaniseurs de France aussi, qui ont un site internet pour la méthanisation agricole. Et puis, la liste des guides, des récents guides qui sont parus, l'analyse de cycle, donc le guide de l'méthanisation et le biogaz, Gwenolé en a bien parlé. L'analyse de cycle de vie du biométhane, on a présenté en début de cycle, qui a montré, qui est une étude toute récente, à 2021, qui a montré que entre un territoire qui développe une unité de méthanisation et un territoire le même territoire s'il n'en avait pas, eh bien l'unité de méthanisation contribue à baisser de 75% les émissions de gaz à effet de serre sur ce territoire-là par rapport à un projet où il n'y aurait pas de méthanisation. Voilà, par rapport aux intrants, à l'utilisation des intrants, etc. Voilà, un certain nombre d'autres études. Je vais juste voir le résultat du sondage. Je vais mettre fin au sondage et puis vous le présenter. Voilà, alors l'idée, est-ce que vous seriez prêt à suivre, à continuer à travailler ensemble sur la base d'une journée d'échange? Eh bien, les 3/4 d'entre vous, c'est oui. Donc ça, c'est important parce qu'on a en ligne de mire l'idée d'une formation. Enfin, il faut voir comment s'y prend, mais de se rencontrer, de vous proposer des formations et des journées d'échange en direct. Alors, cela dépend du lieu. Voilà, c'est vrai que la région est grande. Et si oui, sous quel format? Alors, c'est assez, on va dire, il y a quand même. Alors, il y avait plusieurs réponses. Vous pouviez voter pour plusieurs réponses, mais il y a en tout cas, la visite d'unité de méthanisation est plébiscitée. Donc là, effectivement, c'est un bon signal. Ça s'est fait, Estelle, dans le Rhône récemment, notamment avec les élus du Rhône. Ça se fait régulièrement. Ça se fait régulièrement dans l'Ain aussi. Dans le Rhône. Prochainement, donc Jean-Paul, on va vous transmettre l'invitation prochainement le 5 avril. Alors, c'est dans pas longtemps, le 5 avril, dans la Drôme, à Étoile-sur-Rhône. Une matinée dédiée du coup à des échanges avec des tables rondes et une visite de l'unité de méthanisation l'après-midi. Donc, Guillaume, je vais te transférer l'invitation que tu pourras, je pense, joindre au mail. Voilà. Exactement. C'est aussi une occasion de s'inscrire et de rencontrer et d'échanger, de rencontrer aussi les exploitants. Ok, eh bien, écoute, merci Estelle. On transférera effectivement, on mettra même ça sur le site internet si c'est ouvert à tout le monde, on verra. Et bien à ce moment-là, je vous propose effectivement de mettre fin à ce webinaire. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions, qu'il n'y a pas de questions qui sont restées en suspens. A priori, non.
Eh bien, écoutez, merci à vous pour avoir suivi ce webinaire. On reste à votre disposition. Je vous enverrai le diaporama très prochainement, sans doute en début de semaine prochaine. Et puis, vous recevrez ensuite un retour sur l'ensemble des 3 webinaires des collectivités avec les liens vers les vidéos que vous pourrez aussi du coup consulter, puisque ce webinaire était enregistré. Merci à vous. Estelle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Guillaume, et merci à tous ceux qui ont participé. Et encore bravo pour les témoignages. Ok, bah écoutez, merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour le tiers financement, où là, c'est le tiers financement citoyen et citoyen et citoyen, voilà, avec l'intervention de Mimosa, du fonds d'investissement Mimosa, d'énergie partagée et du réseau régional Oracle. Et puis ensuite, on revient dans 15 jours sur vraiment l'appropriation locale de la méthanisation. Le webinaire de la semaine prochaine sur le tiers financement est ouvert à l'ensemble de la filière, hein. Ce n'est pas que collectivité, à l'inverse de celui-là. Merci à vous et à bientôt, à la semaine prochaine, j'espère, ou à dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.